Excellence Magazine. Jean-Pierre Wafana, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint dans la cellule de communication du président de la République, c'est ça? Exact. Bienvenue dans Excellence Magazine. Merci. Qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement de vous? Écoutez, comme vous l'avez dit, je suis actuellement directeur adjoint à la cellule de communication du chef de l'État. Donc voilà, je suis là, ça fait à peu près 2 ans. Donc j'ai été appointé à ce poste lorsque le chef a constitué son cabinet. Et donc voilà, on évolue au sein de cette cellule avec d'autres collègues qui sont essentiellement du domaine. Et actuellement, on fait une transition. Vous êtes sans savoir qu'il y a eu restructuration au niveau de la direction de la communication, qu'il y a eu fusion entre les services de presse et les communications. Donc ça fait aujourd'hui ce qu'on appelle la cellule de communication du chef de l'État. Donc voilà, je suis parmi le staff dirigeant de cette cellule. Bienvenue une fois de plus dans Excellence Magazine. Merci. D'entre le jeu, quel bilan faites-vous de récentes activités du président de la République dans l'Est de la RDC? Positif, tout simplement parce que d'abord, c'était une réponse à une grande attente de la population de ce coin de la République. Donc ça faisait longtemps que le chef d'État avait promis de s'y rendre et d'y mettre son quartier général un bout de temps. Évidemment, ça a été à la concrétisation justement de cette promesse-là et à la satisfaction bien sûr de la population du Nord, Kivu, et du Grand Nord, parce qu'il a eu le temps de faire sa tournée dans cette partie de la République, essentiellement pour faire l'état des lieux, l'état de siège qui a été proclamé tout récemment en vue de pacifier l'Est du pays qui est gangréné par des bandes armées et des forces négatives non autrement identifiées. Alors donc, le chef de l'État a pu rencontrer les forces vives de cette partie du pays. Il a eu à conférer avec elles pour pouvoir ensemble trouver des voies et moyens et de pouvoir, n'est-ce pas, réinstaurer la paix tant voulue par les populations, nos compatriotes qui se trouvent dans ce coin-là. Mais il y a aussi cette présence qui a été amplement justifiée donc, de la Première Dame qui a accompagné le chef de l'État principalement pour voilà, compatir avec nos frères, nos sœurs qui ont été victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo qui a fait des dégâts matériels et humains. Et donc la présence du couple présidentiel dans ce coin du pays était extrêmement importante en solidarité donc à nos frères et sœurs qui ont été, comme je l'ai dit, victimes de ce volcan. Ça sent qu'il y a beaucoup à dire à ces sujets. Vous avez dit tantôt que le bilan était positif, mais s'il faudrait l'évaluer en termes de pourcentage, combien de pourcents? Bon, écoutez, je pense qu'on ne peut pas quantifier à ce stade, à mon humble point de vue, parce que honnêtement, il reste encore beaucoup de choses à faire en termes de pacification du pays. Par contre, je pourrais aujourd'hui vous compter quelques actions très concrètes. Allez-y. Par exemple, en amont, on parlera de l'installation d'un état-major général avancé. Ça, je le dis par rapport au processus de pacification du pays. Et donc, à la suite de l'installation de cet état-major général avancé, nos forces armées ont pu accomplir des prouesses pour récupérer des territoires qui ont été ravis par des bandes armées. Il y a des forces négatives, comme je le disais tantôt. Mais il y a aussi
voilà, aujourd'hui, l'instauration de l'état de siège. Je pense que c'est une étape importante dans la pacification de l'Est du pays, avec l'installation des gouverneurs militaires. Vous pensez qu'il y a des avancées par rapport à cet état de siège, à ce stade? Tout à fait. Je pense que le bilan a été fait. Je pense au cours des entretiens que le chef de l'État a eu avec les forces vives sur place, mais aussi avec les concernés, c'est-à-dire les gouverneurs militaires qui ont été appointés récemment. Donc, vous avez sûrement entendu par la voix du ministre de la Communication ainsi que le porte-parole du gouvernement, mais aussi du gouverneur du Nord Kivu ainsi que du gouverneur de l'Ituri. Donc les avancées significatives qui ont été opérées dans le cadre de la neutralisation des forces négatives, mais aussi de la mise en déroute des ADF NALU qui causent des pertes en vies humaines de ce côté-là. Donc, mais jusqu'où vous entendez étendre cet état des sièges, c'est-à-dire en termes de temps? On peut y aller jusqu'à la fin de l'année, par exemple constitutionnellement parlant, ce sont voilà, des situations qui sont réévaluées donc au niveau du Parlement. Donc le chef de l'État, lorsqu'il a instauré l'état de siège, il avait précisé que c'est une situation qui durera aussi longtemps que la paix n'est pas retrouvée dans ce coin du pays. Et donc, constitutionnellement parlant, légalement, je pense qu'il y a des procédures au niveau du Parlement qui permettent à ce que cet état de siège puisse être reconduit tous les 15 jours. Et donc, c'est la situation que nous vivons présentement. Voilà, pendant cette période, le chef de l'État s'est entretenu plusieurs fois avec la presse. Il a abordé plusieurs sujets, mais les sujets qui ont retenu notre attention, qui feront même objet de cet échange, il y a sa relation avec son ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe allié, et puis le vaccin AstraZeneca, aussi son salaire. La première question, c'est, on parle de Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi a indiqué qu'il était quelqu'un de correct, honnête, et il est convaincu que Vital Kamerhe jouera de nouveau un rôle dans ces pays. Ces propos sont du chef de l'État. Et ces propos ont été largement commentés sur la toile, mais aussi dans la classe politique. Comment expliquez-vous ces points de vue du président de la République? Écoutez, d'entrée de jeu, je vous dirais que le chef de l'État s'est exprimé à titre personnel en ce qui concerne ses relations avec M. Vital Kamerhe. Ça, c'est d'une chose. La seconde chose, c'est qu'il parlait aussi en évoquant justement quelqu'un qui a été un de ses plus proches collaborateurs, mais qui demeure aussi son allié politique. Et, sur cette question justement de l'alliance politique entre Vital Kamerhe et Félix-Antoine Tshisekedi, qui est notre président, président aussi du parti au pouvoir, du DPS, parce qu'on parle du cash ici, mais aussi de l'union sacrée de la nation. Et donc, il existe cette alliance entre les deux personnalités, donc qui n'est pas encore rendue caduque. Mais il y a aussi le souvenir d'un collaborateur qui a été, comme le précise le chef de l'État, correct. Et je pense que aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait face à la justice, mais je pense que là aussi, il faut faire la part des choses. Et c'est là qu'il est important de rappeler à l'opinion que le chef de l'État ne s'est jamais immiscé dans les affaires judiciaires. C'est vrai qu'il est garant de la nation et des institutions de la République, mais il n'a jamais dit qu'il s'est immiscé dans les affaires judiciaires. Mais comment expliquer cette controverse aussi longtemps qu'on sait que Vital Kamerhe était inculpé dans l'affaire des détournements de fonds dans le projet de 100 jours initié par le président de la République? Alors, lorsque le président de la République parle de Vital Kamerhe comme étant
quelqu'un de correct, d'honnête. Et d'honnête. Cela ne veut pas dire qu'il est innocent ou coupable. Vous comprenez? Donc le chef de l'État n'a jamais dit ça. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut faire la part des choses. Il faut tracer une ligne claire entre ce qu'a été Vital Kamerhe en tant qu'individu vis-à-vis du chef de l'État, en tant que collaborateur vis-à-vis du chef de l'État, et Vital Kamerhe qui a fait face à la justice. Et de ce point de vue, la justice est tout à fait indépendante. Et le chef de l'État l'a toujours rappelé. Comment voulez-vous que quelqu'un qui prône un État de droit, qui prône un État de droit, puisse s'immiscer dans les affaires judiciaires? Aujourd'hui, lorsque il parle de l'indépendance du judiciaire, donc il fait également allusion, n'est-ce pas, aux réformes dont il a tant parlé. Et lorsque vous réécoutez ses sorties publiques sur ce sujet-là, il a toujours prôné justement non seulement l'indépendance de la justice, mais aussi la réforme de l'appareil judiciaire. Et donc, pour lui, c'est un levier important qui pourra l'aider justement à atteindre un de ses objectifs principaux qui est le corollaire de sa vision en matière judiciaire, donc la lutte contre la corruption et la lutte contre l'impunité, mais aussi la lutte contre le blanchiment des capitaux. Donc on ne peut pas parler de l'indépendance judiciaire sans nécessairement évoquer justement ce côté qui va justement l'aider à accomplir ses objectifs en termes des justices. Voilà. Alors pour aller plus loin, du côté de l'Union pour la nation congolaise, parti politique cher à Vital Kamerhe, on crie depuis le début de ces procès jusqu'à ces jours, on les taxe d'un procès purement politique. Et d'ailleurs, certains analystes pensent que Vital Kamerhe serait sacrifié pour être étouffé par rapport à ses ambitions politiques incluses dans l'accord de Nairobi. Qu'en pensez-vous? Mais écoutez, le chef de l'État était on ne peut plus clair là-dessus. Je pense que lorsqu'on lui a posé cette question-là, lors de la conférence de presse à Goma, il a dit très clairement que Vital Kamerhe avait encore un rôle à jouer dans ce pays. Et ce n'est pas parce qu'il a été condamné. Certains me diraient, mais quelqu'un qui a été condamné n'a plus le droit d'exercer, n'a pas de droits civiques, ne peut plus faire carrière politique. On ne peut pas se substituer à la justice. C'est la justice qui a le dernier mot là-dessus. Et donc, quand le chef de l'État dit que c'est une personnalité, un acteur politique important, qui a encore un rôle important à jouer dans ce pays, c'est-à-dire qu'il fait confiance en la justice qui va décider un jour ou l'autre de son sort. Jouer, oui. Est-ce qu'on peut insinuer déjà la libération de Vital Kamerhe? Ça seul l'avenir nous le dira, mais le chef de l'État ne l'a jamais dit. Par exemple, un rebondissement dans l'affaire Vital. Il faut laisser la justice faire son cours. Je pense que c'est la justice qui décidera. Et le chef de l'État s'inscrit absolument dans cette dynamique de l'indépendance de la justice. Et donc, c'est ces institutions-là qui devraient décider si oui ou non Kamerhe aura droit un jour à la liberté. Mais si c'était le cas, quel crédit donnerions-nous au procès de 100 jours? Le procès de 100 jours, je pense que, au risque de me répéter, je pense qu'il est parti d'un certain nombre de faits qui ont été avérés. Et donc la justice, je pense qu'a pu réunir des preuves qui aujourd'hui ont fait que M. Vital Kamerhe a été inculpé, jugé et condamné. Et sa condamnation à 13 ans de prison a été toute récente, donc en appel. Aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser, comme je l'ai dit, la justice suivre son cours. Et voilà, c'est elle qui décidera en dernier lieu. Donc, quant au pouvoir, si les avocats de M. Kamerhe iront en appel ou pas, ou chercheront d'autres moyens. Maintenant, on parle beaucoup plus
d'une libération ou d'une grâce présidentielle, mais ça non plus. Ça ne pourrait pas faire partie. Ce n'est pas à l'ordre du jour. On avait posé la question au chef de l'État et il a été clair là-dessus en disant il a demandé qu'on propose une liste. Il attendait de la part de la ministre de la Justice. Vous comprenez que ça ne dépend pas de lui. Donc ça peut aussi, la ministre peut aussi proposer que soit libéré Vital Kamerhe par exemple. Donc je répète, vous comprenez que la décision ne dépend pas du chef de l'État, donc c'est-à-dire que c'est le ministre de la Justice, en collaboration avec des instances judiciaires, qui vont devoir examiner ces cas-là, mais le chef de l'État a clairement dit que ça ne dépendait pas de lui. Voilà, d'un point à un autre, la République démocratique du Congo est en train de vivre sa troisième vague de Covid-19 qui serait plus virulente par rapport aux deux précédentes selon les experts sanitaires. Et à ces propos, le président de la République s'est exprimé quant au vaccin AstraZeneca. Il a exprimé ses inquiétudes quant à son efficacité. Mais pourquoi il a permis que ces vaccins soient administrés à certains de ses compatriotes? Je pense qu'ici, il faut une mise en contexte. Lorsque le chef de l'État a dit qu'il avait eu des doutes quant à l'efficacité du vaccin AstraZeneca, je pense qu'il faut faire allusion à une polémique qui était née à l'époque d'une expertise des scientifiques qui avaient estimé que, voilà, à la suite de quelques cas de décès d'intolérance, et dont des décès d'ailleurs dus à des cas de comorbidité. Les scientifiques avaient estimé que ces vaccins-là pouvaient être, l'administration du vaccin devait être suspendue. Et donc, c'est malheureusement à la veille d'une campagne qui devait être déclenchée ici même en RDC, à l'époque du ministre Eteni, et donc que ça avait amené l'autorité sanitaire compétente à pouvoir suspendre l'administration de ces doses. Voilà, donc quand le chef de l'État parle du doute, c'est justement par rapport à cette polémique qui était née. Et à la suite des avis des experts. Oui. Mais aujourd'hui, ce que l'opinion devrait savoir, c'est que il y a une autorité sanitaire compétente qui homologue, habilite justement l'administration de ces vaccins en Afrique. Il s'agit du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Et ce centre-là a depuis voilà, habilité l'administration de ces vaccins ici même en Afrique. C'est pourquoi il y a des pays africains qui ont repris avec la vaccination avec l'AstraZeneca, y compris la RDC. Et donc aujourd'hui, le chef de l'État qui s'inscrit résolument dans une dynamique d'une campagne de vaccination à l'échelle nationale n'a jamais dit que AstraZeneca n'est pas efficace. Il a évoqué un contexte. Maintenant, c'est clair que les scientifiques ont donné un avis pour dire que les gens pouvaient recevoir leur dose d'AstraZeneca. Ces contextes pourraient mettre en mal environ 60 000 Congolais qui se sont déjà fait vacciner. Je ne pense pas. À partir du moment où les scientifiques homologues, avalisent, habilitent l'administration du vaccin AstraZeneca, je pense que ça fait autorité. Et donc, le chef de l'État a été clair en disant lorsque il y aura une offre plus élargie des produits, des vaccins sur les marchés, ben, il va se décider en conséquence. Mais ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que l'acte de vaccination demeure une décision tout à fait personnelle. Et donc, oui, personnelle, mais la troisième vague, elle est virulente, d'où on conseille tout le monde de se faire vacciner, question de se protéger soi-même et de protéger les autres. Mais tout à fait d'accord avec vous, mais comme je l'ai dit, l'acte de vaccination est un choix tout à fait personnel. Bon, maintenant, le chef de l'État, lui, fait confiance aux autorités sanitaires de la santé publique qui ont décidé que AstraZeneca devait être administré
au sein de la population. Et donc, il n'y a aucun doute là-dessus que, voilà, ces vaccins, qui est le seul jusqu'alors présent sur le sol congolais, va être, disons, être utilisé. Bon, maintenant, il faut attendre que voilà, les autorités sanitaires puissent avaliser d'autres produits qui viendront sur le marché. Et donc, il y aura une panoplie de choix et les populations, dont certains sont encore assez sceptiques quant à l'utilisation des AstraZeneca, pourront avoir le choix des autres produits comme Johnson & Johnson ou encore Pfizer qui vont sûrement être sur le sol congolais. Croyez-vous qu'après pareille déclaration venant du président de la République, les Congolais en général ou les Kinois en particulier qui sont déjà méfiants depuis le début de cette pandémie en République démocratique du Congo pourront accorder du crédit à d'autres vaccins qui seront d'ici là... Sans parler à la place du chef de l'État, moi je me dis que nos compatriotes devraient plutôt se faire violence pour pouvoir observer les gestes barrières qui sont en vigueur. Il y a des mesures, un train de mesures qui ont été prises justement pour les protéger. Et, à ce niveau, le président en tant que garant de la nation, je pense qu'il a pris ces mesures pour pouvoir protéger sa population. Et donc, le couvre-feu rentre dans ces cadres, les états d'urgence qui ont été proclamés par le passé rentrent dans ces cadres. Il n'y a pas seulement que la vaccination, mais aussi les attitudes qu'il faut adopter par rapport justement à cette pandémie qui est assez virulente. Vous avez parlé de la nouvelle vague qui est assez qui emporte pas mal de vies humaines, assez virulentes. Et donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités et de pouvoir observer les gestes barrières. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, le président de la République, je l'ai dit à l'entame de cette émission, s'était exprimé plusieurs fois. Mais l'on se pose la question, il s'est exprimé le 30 juin ou bien avant. Et puis, c'est cette sortie médiatique du 1er juillet qui a suscité de vives réactions au sein de la classe politique, des Congolais lambda. Est-ce que c'était opportun d'organiser cette interview exclusive, par exemple ? Je pense que le chef de l'État a le loisir de s'exprimer quand il le veut, où il le veut, et au moment où il estime nécessaire de le faire. Et au lendemain du 30 juin, je pense que c'était important de pouvoir conférer avec la population. C'est vrai que la veille, il y a eu des discours de circonstances parce que c'était l'anniversaire de l'indépendance de la RDC. Maintenant, je pense que comme cela se fait dans tous les pays du monde, en tout cas de ce que je sais, l'autorité suprême prend langue par le biais d'une conférence de presse pour pouvoir expliquer voilà, les enjeux du moment. Et je ne pense pas, à mon humble avis, que ça a été un moment de trop. Mais les gens peuvent estimer que c'était une prise de parole de trop, mais je pense que c'est tout aussi bizarre que cela puisse paraître. Quand le chef de l'État ne parle pas, on dit qu'il ne parle pas. Et quand il parle, on dit qu'il parle trop. Je pense que à la lumière de toutes ces déclarations, de toutes ces déclarations du chef de l'État qui certaines ont prêté confusion bien avant même que vous essayiez d'expliquer. Peut-être que certains ont compris ce qui s'est passé, ce qu'il voulait dire. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a eu un excès de communication qui a détruit même la communication du chef de l'État? Je ne pense pas. Les gens ont mis le focus sur bout de phrase, sur un mot, et puis les détracteurs en ont profité pour amplifier la situation. Mais je pense que quand vous réécoutez la conférence de presse du chef de l'État, il y a des choses tellement positives là-dedans. Il y a des thèmes, des sujets qui ont été abordés d'intérêt national
Et tout à l'heure, on parlait de la pacification du pays, on parlait du panier de la ménagère, je pense, qui est tout aussi important. Hein, je crois que c'est un sujet qu'il faut mettre en avant aussi. Donc, on a parlé de la baisse du prix des denrées alimentaires, hein, et c'est ça des préoccupations quotidiennes. Je pense qu'il y a des ajustements à faire. Je pense que vous l'avez suivi vous-même quand le chef de l'État a répondu à la question l'autre jour. Donc il y a des ajustements à faire avec les patrons des entreprises. Et c'est essentiel, je pense. Il faut se mettre d'accord dans ces processus-là. Et tout cela est fait au bénéfice de la population. Et donc, ça, ce sont des sujets qui sont importants, sur lesquels, justement, on devrait mettre l'accent et qui devrait mettre d'accord tous les acteurs politiques de quelque bord que ce soit. Et c'est pas important de s'accrocher sur un mot, sur une phrase, un bout de phrase pour amplifier la polémique. Autre point polémique, c'est le salaire du président de la République. Le chef de l'État dit ne pas connaître son salaire, mais ce n'est pas non plus exorbitant. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Je pense que ce qu'il faudrait comprendre, parce qu'il y a un malentendu, c'est une suite de malentendus. Les gens parlent, veulent, à mon sens, exagérer. Je pense que voilà pourquoi nous vous avons sur ces plateaux pour que vous essayiez d'expliquer réellement ce que voulait dire le président. C'est assez indécent, à mon sens, de parler justement d'argent en pareille circonstance. Le chef de l'État, je suis certain qu'il voulait occulter cette question en se disant je suis en face de mes compatriotes qui, voilà, donc au quotidien, ont des difficultés justement pour remplir le panier de la ménagère. Et il faut dire aussi qu'en parallèle, c'est une bataille au quotidien du chef de l'État pour pouvoir répondre aux aspirations de la population de ce point de vue-là. Et donc, pourquoi devrait-il parler des salaires et se taper la main sur la poitrine pour dire « moi je gagne autant » alors que, voilà, il y a des problèmes sérieux. Selon les prévisions du budget 2021, ça c'est une chose. Il toucherait 13 000 $ américains. Affirmez-vous cela? Ok, je vais en venir là. Ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il faudrait comprendre qu'il y a des volets dans cette question-là. C'est vrai, le chef de l'État a un salaire. Il faut savoir que le chef de l'État incarne une institution. Et donc cette institution, la présidence de la République, le président de la République, c'est l'institution, c'est le président de la République, dispose des services qui s'occupent des finances, de ses finances. Donc pour la gouverne de la population, le président dispose dans ce cas-ci d'une assistante. Mais est-ce que ces points devraient être d'une cachotiers? assistante financière qui, avec son équipe, gère au quotidien les finances du chef de l'État. Et ça, c'est une loi. Ces finances-là sont votées et sont les résultats d'une loi. Et pour les gens qui aimeraient, par exemple, en savoir plus, moi, je peux donner des références pour qu'ils aillent justement savoir avec exactitude ce qui revient à l'institution sur le plan annuel. Donc si on va consulter la loi des finances numéro 20/020 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021, je répète, loi des finances numéro 20/020 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021, les gens en sauront davantage. C'est public. Mais vous le savez vous-même, pourquoi vous ne le dites pas? Mais vous êtes journaliste, vous pouvez aller investiguer, donc c'est votre boulot aussi. Donc parce que si je donne un chiffre aujourd'hui, les gens seraient obligés... Vous pouvez le dire, on va vérifier aussi, ça ne dérange pas. Les gens seraient obligés, en fait, d'aller vérifier pour savoir si j'ai dit la vérité ou pas. Justement, mais c'est que vous devriez savoir. C'est un point, c'est que vous devriez savoir, c'est que pour le salaire du chef de l'État, ce qu'on appelle autrement, on parlait des dotations présidentielles. Les gens pourraient peut-être ne pas comprendre très bien le terme. Ça ressemble un petit peu aux frais de fonctionnement de l'institution président. Mais pour les salaires, ce qu'on appelle aussi des émoluments. Donc, il est vrai que
quand le chef de l'État parle, dit que ce n'est pas exorbitant, donc vous comprendrez que... Et par rapport aux 13 000 $ qui toucheraient le mois? En tout cas, c'est moins de 20 000 $. Donc les 13 000 pourraient être vrais? Pour être beaucoup plus précis, je pense que ça pourrait osciller entre 16 et 17 000 $. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit c'est moins de 20 000 $. Donc, les gens... Mais en quoi ça dérange si on les connaissait? Mais je vous l'ai dit, madame, je vous l'ai dit que c'est assez indécent quand même pour un chef de l'État qui a une vision qui est basée sur voilà, un credo, le peuple d'abord, qui puisse devant la télé étaler voilà, son salaire. Bon, je me mets à sa place, je me dis que c'est compréhensible qu'il n'ait pas justement donné ce montant-là. Voilà. Un autre sujet, en dehors de tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure, le président de la République a émis le vœu de se représenter en 2023. Pourquoi afficher clairement ses ambitions en ces nets moments? Alors, je ne pense pas qu'il ait affiché ses ambitions. Je pense qu'il répondait honnêtement à une question qui lui avait été posée. Et ce n'est pas la première fois qu'on lui a posé. Je pense qu'il y a un de vos confrères de Jeune Afrique qui a posé cette question en premier, qui a été la question qui a été reprise par ceux qui ont animé la conférence de presse de Goma. Et je pense en toute honnêteté, il a dit que cela ne dépendait pas de lui, que ça dépendait de son bilan ainsi que de la population, des gens qui ont pu le porter à la magistrature suprême. Et donc, en plus, légalement, c'est clair qu'il a droit à un deuxième mandat. Et pourquoi Là, c'est vous qui l'avez dit ou c'est... Je pense qu'il l'a dit lors de son interview à Jeune Afrique. Il a une vision pour les pays, donc il doit... Et c'est tout à fait normal. Suivre. C'est tout à fait normal. Pourquoi vous aviez tout à l'heure évoqué le fait qu'il ne devrait pas y avoir de cachotterie. Donc là, il l'a dit clairement, ouvertement, qu'il a droit à un deuxième mandat. Cela ne veut pas dire que, voilà, il affiche clairement ses ambitions, même s'il y a droit. Donc, il n'y a aucune polémique à entretenir là-dessus. Mais est-ce que ces déclarations du président de la République, puisque vous dites qu'il n'affiche pas ses ambitions jusque-là, pensez-vous pas que ça pourrait frustrer ses alliés, notamment par exemple Katumbi? Ben, je pense que nul n'ignore que Katumbi a des ambitions. Je pense que, justement, puisqu'on parle des choses positives du bilan, etc., je pense que ça a été parmi les premières personnalités à bénéficier du retour des exilés politiques. Ça, c'est une action qu'il faut mettre à l'actif du chef de l'État. Donc aujourd'hui, M. Katumbi peut tenir des meetings, il peut voyager à travers la République, personne ne l'inquiétera. Et ça, c'est à mettre aussi à l'actif du chef de l'État. Donc s'il affiche demain ses ambitions politiques en disant que bon voilà, je me présenterai aux élections, dans le cadre des élections présidentielles, je pense qu'il est libre de le dire et de clamer tout haut à la place publique. Personne ne l'inquiétera. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on vit dans un environnement politique tel qu'on donne l'opportunité à tout le personnel politique d'afficher ses ambitions. Mais comme je l'ai dit... Ça ne vous gêne pas? Je ne vois pas... Et vous estimez aussi que ça ne gêne pas les autres? Je ne pense pas, parce qu'on vit dans un pays démocratique où tout le monde devrait s'exprimer librement et tel que garanti par la Constitution. Aujourd'hui, le chef de l'État s'est exprimé en tant que chef d'État, mais aussi en tant que personnalité politique de ce pays. Si les autres estiment qu'ils peuvent publiquement afficher leurs ambitions. Dans ces cas, quel est l'avenir de l'Union sacrée? C'est vrai que c'est une vision du président de la République, mais en son sein, il y a plusieurs personnalités qui l'accompagnent. Oui, mais il ne faudrait pas confondre les choses. Il faudrait aussi faire la part des choses. L'Union sacrée, je pense qu'on l'a expliqué, réexpliqué. Je pense que c'est une vision. Je pense
Je pense que c'est des gens qui ont accepté voilà, de se mettre ensemble pour accompagner la vision du chef de l'État. Je pense que c'est pour... à un moment, ça va s'arrêter, chacun va prendre son chemin ou comment? Je pense que lorsque le chef de l'État a fait un appel lors des consultations présidentielles à l'ensemble de la classe politique, on n'avait lié personne, ni poing ni pied. Et je pense que les gens sont venus de leur propre gré pour adhérer à l'union sacrée de la nation. Aujourd'hui, bien sûr, si les gens veulent prendre leur liberté, je pense qu'on est en démocratie, comme je l'ai dit. Donc, mais ce qui est important ici, c'est qu'il faut rappeler à l'opinion que l'objectif poursuivi par l'union sacrée, c'est de pouvoir concrétiser la vision du chef de l'État. Parce qu'il y a des attentes de la population et c'est ainsi que le gouvernement actuel a été constitué sur cette base-là et l'Assemblée nationale a été constituée voilà, requalifiée. La majorité à l'Assemblée nationale a été requalifiée sur cette base-là. Et donc, la même chose pour le Sénat. Et donc, aujourd'hui, je pense que, et j'espère que les personnes qui ont accepté librement de faire leur adhésion à l'Union sacrée de la nation vont garder le cap sur cet objectif-là. Voilà, on est en train pratiquement de chuter, mais une question de curiosité. Quel est votre rôle auprès du président de la République, vous, en tant que cellule de communication? En gros, la mission qui nous est dévolue, c'est de pouvoir voilà, veiller à l'image du chef de l'État. Mais bien sûr, nous sommes une cellule qui doit anticiper sur des actions à mener pour justement mettre à la lumière cette image-là pour pouvoir peaufiner des stratégies justement dans l'accomplissement des politiques définies par le chef de l'État, donc dans le cadre de sa vision. Et je pense qu'on est là pour l'accompagner de ce point de vue. Donc il y a des tâches connexes qu'on a. Vous essayez de dire que vous préparez ces sorties médiatiques en avance ou parfois vous subissez les coups des événements? Bien entendu, on ne peut pas être une cellule de communication sans être associé aux sorties publiques et médiatiques, en particulier du chef de l'État. Si vous voulez savoir à chacune des sorties médiatiques, qu'il s'agisse d'un point de presse, une conférence de presse, je pense que vous l'avez toujours préparé. Il est de notre devoir, de notre responsabilité de pouvoir assurer les briefings du chef de l'État. Vous n'avez jamais subi les coups des événements? Non. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là parce que simplement, nous avons une mission. Et cette mission-là, nous l'accomplissons dans le cadre qui est défini au niveau du cabinet. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à preuve du contraire. Alors, il y a des moments, on voit sur la toile des critiques portées sur la cellule de communication du président de la République. On a vu, il y a eu un changement à la tête ou dans la cellule de communication du président de la République. Tout à l'heure, vous l'avez dit. Mais malgré ça, rien n'échange, si on peut le dire. Les critiques s'accentuent. Pourquoi? Ben, rien n'échange, c'est vous qui le dites. Moi, je pense qu'il y a eu restructuration. Je pense qu'il faut donner le temps. Il y a restructuration, mais ça n'empêche pas aux gens de critiquer. Ben, je pense que... Encore plus d'ailleurs. Je ne sais pas si vous suivez les débats dans les réseaux sociaux, vous avez quand même une idée. Bon, il faut identifier ces personnes-là. Moi, je ne sais pas. Nous vivons à l'ère des réseaux sociaux. Nous ne sommes plus à l'ère des médias traditionnels. Vous comprenez? Donc, c'est comme pour, par exemple, quand j'essaie de faire une comparaison, donc, vous faites face à une guerre asymétrique. Donc voilà, donc vous ne savez pas où se trouve l'ennemi se cache, se fond dans la population, etc. pour pouvoir mener ces actions destructrices. Donc aujourd'hui, je pourrais comparer ça aux réseaux sociaux qui donnent l'occasion à n'importe qui, à des quidam, d'émettre des avis. Donc pour nous, je pense que
on ne peut pas focuser là-dessus. Je pense qu'on a un programme. Que vous faites, on a un programme qu'on poursuit. Et je pense que c'est un programme qui s'inscrit à court, à moyen, à long terme. Je pense que les gens nous jugeront de la même manière qu'ils jugeront le chef de l'État à la fin de son mandat. Donc nous attendons à ce que les gens puissent nous juger à l'acte à la fin du mandat. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Excellence Magazine. Vous allez passer votre petit message, mais seulement en une de langue nationale. Bon, je vais le dire en lingala, qui est la langue la plus parlée à Kinshasa. Bon, napesi yo natondi yo botondi ndenge oyeko ondimi ba invitation na biso pona koya ko tuna mituna par rapport à conférence de presse au Tata Mokonzi à Pesaki na Goma récemment mikolo eleki na kanisi na bato balandi ngai na lokota ya français bayoki ndenge na limboli ba mituna oyo tuni ngai par rapport ya likambo oyo ya salaire ya président, par rapport à likambo ya rapport na ye na Vital Kamerhe, par rapport à makambo vaccin na mokuse nalobaki te likambo ya vaccin ezali likambo moko président apesi yango motuya makasi parce que ezali santé publique, likambo ya santé publique. Alors na question na ye azali totalement impliqué dans le processus de vaccination à Batonio Soto. Même ceux qui alobaki que AstraZeneca azaki na doute, mais qui na contexte moko alobeli yango. Contexte où il y a polémique, où il y a potokuna, balobaki te bon voilà, et puis ça qui moi kokoso, bato mike bakufaki, muso bazaki intolérant na vaccin wana. Alors finalement, bakonzi o la santé publique dans le monde, bapesa ki bavalida ki yango. Na mo ya lelo vaccin na ezali kopesa ma na Congo. Le président lobi azali ko accompagner le processus de vaccination. Azali pe kopesa chance na ba vaccin mususu o ekoya na mboka pour que bato bakoka koza na choix. Il y a vaccin o balingi pour vacciner bango. Mais likambo AstraZeneca bazali ko vacciner déjà bato na AstraZeneca. Donc likambo pe vaccin ali likambo moko ya choix personnel. Choix personnel ndenge que ceux qui ont okende ko vacciner yo okende ba vacciner. So lingité on tout pas ko imposer azalité. Mais ce qui est important likambo na betela c'était ça que malgré le vaccin il faut l'attitude à batou échanger. C'est-à-dire que mutuna mutu azala na bokebi par rapport à maladie, par rapport à bokono wana pona oloba lingala. C'est-à-dire que il faut respecter les gestes barrières, il faut que maintenir la distanciation. La règle nous surtout dictat qui dans le cadre il y a des mesures qui pour protéger la population. Maintenant mutu soki a saleli ba mesure wana et profiter de la population ndenge que toko stopper propagation ya maladie na bokono wana ya COVID-19. Donc ils ont responsabilité à mutu na mutu. Donc il y a les makamusu so ya salaire to lobela ki yango il y a Vital Kamerhe bon azalaki collaborateur il y a Tata Mokonzi. Donc Tata Mokonzi akoki kobosa na yeka ndenge on a te pour que parce que à côté boloko non azali allié politique na ye. Ati lelo azali kaka allié politique na ye malgré makambo et komeli. Alors quand il batek devant la caméra, devant le micro, alors que non, voilà, fona bossa na ye, non, il reste humain, azan moto, azali pe na ba sentiment na ye. Donc les kambo salaire président azan salaire munenete. Salaire na ye to lobi ezali nini entre 16 et 17 000 $ pour le président. Bilo moko bo conclure kaka ezali ba montant moko exorbitant ndenge moko alobaki. Et puis il faut ça différence entre salaire bébonument na dotation présidentielle. Dotation présidentielle réalité va faire fonctionnement il y a institution président de la République. Il faut ça la différence. Donc institution président de la République. Président alors mon cara na tongo te pour le bakino na qu'est-ce qu'on a besoin na combien boya repesa ngai $1000. Et ça les maraté. Donc les gens na batu au bajiraka selon les besoins de l'institution.
comme on dit. Alors, donc, il ne faut pas battre. Ce qui a le bas qui salaire n'a été, c'est simplement parce que il y a moi d'essence mon roboué, moi gêne mon roboué, parce que il y a Zali n'a pas idée mon co, Zali ko rejoindre credo naé. Donc, alors mingi mingi le peuple d'abord. Alors, pourquoi à qui ne robimisa maramboa dollar, banine alors que le peuple naé va souffrir, etc. Objectif naé est que pour asunga préoccupation la population. En tout cas, qui Makambouele qui récemment na Talo Abiloko a promettre que Mikolo Ekoya Talo Ekokita. Ils allaient car question il y a ajustement na patron et entreprise. On pense que dans les peu de jours qui viennent ici, et vous allez très concret, tout va vivre. Disons, diminution, baisse, il y a prix, il y a denrées alimentaires. Donc, tout base a un espoir. Donc, parce que le président Azali vraiment aligné pour atteindre l'objectif, il y a qu'à répondre à l'aspiration, il y a peuple. Jean-Pierre Offoala, merci d'avoir répondu à notre invitation, surtout de nous avoir accordé cet entretien depuis le Palais de la Nation. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour échanger sur d'autres questions d'actualité. C'est moi qui vous remercie. Excellence Magazine de ce jour est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir. Excellence Magazine. Excellence Magazine.